2020, j'ai vécu une expérience terrifiante qui a été le démarrage d'une descente aux enfers. Cette expérience, ça s'appelle le burn-out intense, qui m'a fait tomber dans de l'anxiété généralisée, de la dépression, alors que j'étais pas du tout prédestiné à ça. Cette vidéo, c'est la toute première, je l'espère, d'une longue série de vidéos solo que je vais faire sur cette chaîne. J'avais déjà commencé, tu me connais déjà peut-être, j'avais lancé un podcast qui s'appelle L'envers du décor, qui parle santé mentale avec les entrepreneurs. Et je pense qu'il est temps que je prenne la parole vraiment sur ce sujet qui me touche énormément et que j'essaie d'apporter le maximum d'informations possibles sur ça. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître dans le discours, dans tout ce que je vais décrire dans cette vidéo. Je vais pas seulement te parler de mes symptômes physiques et tout ce que j'ai vécu et ma descente aux enfers, mais aussi tout ce que j'ai fait pour essayer de m'en sortir et continuer à vivre en fait, et continuer à faire des choses, continuer à faire ce que je fais là actuellement, à te faire une vidéo avec l'énergie que j'ai maintenant. Voilà, donc en tout cas si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à rester sur cette vidéo et regarder jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'il y a plein d'éléments que je vais donner dans cette vidéo qui vont t'aider. Je pense qu'il est super important que je te rappelle le contexte et que je te présente quand même un petit peu le type de personnalité que j'étais avant ce burn-out. Je suis né dans le sud de la France, une famille super aimante, super soudée, avec beaucoup d'amour. J'ai 2 grands frères et on a grandi quand même dans une famille modeste, mais quand même avec cette envie de faire de l'argent, cette envie de réussir, absolument, de sortir de la merde, entre guillemets. S'il y a un trait de caractère, je pense, qu'on doit retenir de tout ça et qui m'a toujours collé à la peau, et que j'ai toujours eu, c'est il faut que je me sorte de la merde, il faut que je fasse de l'argent, absolument. Réussir dans ma vie, et pour moi, réussir dans la vie, c'était de faire de l'argent. C'était vraiment, on va dire, l'un des plus gros drivers de ma vie. Je suis sûr que si on demande à mes proches avant ce burn-out comment ils me définiraient, c'était Mike, c'est le gars qui se pose pas de questions, qui a plein d'ambitions, qui sait où il va, qui veut réussir, super cool, super relax, narcissique, égoïste. C'est pas forcément glorieux, mais c'était le cas. J'étais une personne qui se sentait invincible en fait, et qui pensait qu'il pouvait tout réussir. Et j'étais justement une personne qui avait du mal à comprendre les personnes qui faisaient de l'anxiété, qui faisaient des crises d'angoisse, des attaques de panique, qui vivaient de la dépression, qui avaient des états dépressifs. Pour moi, c'était inconcevable en fait, ce truc-là. J'ai l'impression que c'était des excuses. J'ai jamais trop hésité à mettre en avant mes principes, ce que j'étais, qui j'étais, ce qui comptait pour moi, c'est-à-dire faire de l'argent et réussir dans la vie et être ambitieux. Et le reste n'était que secondaire au final. Je parle avec énormément de personnes maintenant, en ligne, sur mes réseaux, qui viennent se confier à moi par rapport à leur anxiété, par rapport à leur burn-out. Et il y en a beaucoup en fait qui sont exactement comme j'étais. Et beaucoup de personnes se pensaient invincibles. S'il y a déjà un truc que je peux te dire, c'est que les personnes qui peuvent tomber sont les personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas tomber. Ce sont les personnes qui se pensent invincibles. Mon burn-out est arrivé en mai 2020, quand je suis descendu dans le sud de la France, parce qu'à l'époque, j'étais sur Paris, je travaillais du coup dans une banque française, j'étais coach en entreprise. C'est ce métier qui me faisait vivre, et on va dire que j'étais au summum de ma carrière, entre guillemets. Je gagnais très bien ma vie. J'avais réussi ce que je voulais réussir. J'étais descendu dans le sud de la France pour aller voir mon père en fait qui était bien malade et qui était pas loin de décéder en fait. La première manifestation de mon burn-out, moi c'était un vertige que j'ai eu devant l'ordi, mais il y a tout un contexte autour. Donc mon père qui est malade, ma relation de 10 ans qui ne va plus. 6 mois avant, je m'étais mis en tête de sortir du salariat et de me libérer et de me lancer dans le business en ligne. Je voulais être libre parce que c'était mon nouveau truc, c'était mon nouvel objectif. Parce que je me suis dit, si tout le monde le fait, je peux le faire. Donc dropshipping, e-commerce, immobilier, bourse, bref, j'ai tout essayé le plus rapidement possible pour me sortir du salariat. Je sais pas pourquoi je me suis mis cette pression-là. En pensant que c'était possible, parce que de toute façon moi j'arrivais à tout faire, donc il n'y avait aucune raison que je n'arrive pas à faire ça. Je parle un peu vite dans cette vidéo, j'ai l'impression. Peut-être que je suis un peu stressé de faire ma première vidéo solo. Je vais essayer de ralentir le rythme, et j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Mais j'espère que ça va aller.
Donc j'ai eu ce premier vertige. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de très cartésien, assez... si c'est pas prouvé par la science, je vais pas y croire. Très vite, j'ai assez peur quand même, franchement, pour être honnête. Je me dis, bon, tu sais quoi, va faire un tour, va marcher pendant 1 heure et ça va peut-être passer. Mais je pense que ça m'avait déjà fait bien flipper. Je vais marcher pendant 1 heure, je reviens chez ma mère et je dis rien à ce moment-là, j'essaie de faire bonne figure et de rien montrer. J'ai toujours malgré tout réussi vraiment à garder la pression. C'est pour ça que je renvoyais vraiment cette image du mec très cool, très relax et qui a tout qui lui glisse dessus. Parce que j'ai toujours été comme ça. Parenthèse fermée. Et du coup, je reviens. Je vais aux toilettes et revertige. Et là, je me dis, putain, il y a vraiment un truc qui va pas, c'est super bizarre. 2-3 heures après, je sais qu'on devait aller chez mon frère pour aller dîner. Je vais vraiment pas bien, franchement, je vais vraiment pas bien. Je sens que je suis pas là. C'est la première fois que je sens autant de choses à l'intérieur de moi que j'arrive pas à expliquer. Et mon frère me propose un café à la fin. Je prends une petite goutte et mon cœur commence à battre. Je commence à avoir des vertiges. Je le montre pas encore une fois. Je pose le verre. Je m'assois dans le fauteuil et je sais vraiment pas ce qui se passe et je commence vraiment à flipper. Et du coup, je rentre chez ma mère et le soir, je commence à avoir des picotements sur tout le côté gauche de mon corps. Et cette fois, je le dis à ma mère, je dis, je sais pas pourquoi j'ai ça. Et ma mère elle me dit, bon, on va aux urgences, tu fais peut-être un AVC. Mon frère m'emmène aux urgences et le docteur, l'urgentiste me dit, je lui raconte le contexte un petit peu de ce qui se passe actuellement dans ma vie, notamment la maladie de mon père, que mon père est à l'hôpital. Et l'urgentiste me dit bon, c'est rien, vous êtes juste anxieux. Et je crois qu'il me prescrit du Xanax ou un truc comme ça. Pour moi, le mec me dit ça, j'ai des picotements, j'ai des vertiges. Je me dis, c'est pas de l'anxiété, c'est impossible. Qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Donc bref, je reviens chez ma mère. Je pense que ma descente aux enfers a commencé à ce moment-là. Quand le soir, j'allais pour m'endormir. Et j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. J'avais vraiment l'impression que mon cœur allait lâcher à ce moment-là. Sensation horrible. Vraiment la sensation quand tu vas t'assoupir. Je me dis, putain, si je m'assoupis, si je m'endors, je suis plus là demain, en fait. Et c'était horrible, en fait. Cette sensation pour la toute première fois de ma vie. Donc forcément, je commence à flipper et je commence à mettre des vidéos YouTube pour me rassurer, de la musique. J'essaie de chercher des vidéos parce que je voulais comprendre ce que j'avais. Et ça a été le démarrage de ma descente aux enfers, concrètement, ce jour-là. Et je vais pas revenir sur tous les symptômes physiques que j'ai eus. Même si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et on pourra en parler. Mais parce que ce serait vraiment trop long. Il faut savoir que les symptômes physiques liés au burn-out extrême, à l'anxiété généralisée, il y en a entre 80 et 120, je crois, un truc comme ça. Donc, ce serait impossible de tout décrire, mais en tout cas, il y en a plein. Donc là, ça a été le démarrage d'un trouble anxio-dépressif que j'ai eu, qui m'a suivi, franchement, pendant bien 1 an et demi. Et ça, je le sais maintenant avec le recul. Il y a une première chose qui se passe. Si vous avez à peu près le même type de personnalité que moi, c'est ce qu'on appelle la période de déni. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je suis tombé dans ça, et les symptômes physiques sont tellement dingues, que forcément, je me dis que je suis malade, en fait. Je me dis, c'est impossible que ce soit un trouble psychologique ou que ce soit mon cerveau qui me fasse ça. Donc, ma période de déni, moi, elle a duré tellement, super longtemps. C'était horrible. Et la guérison passe notamment par sortir de cette phase de déni. Parce que si tu restes dans le déni et que tu as l'impression, si tu te convaincs que c'est pas ton anxiété qui fait ça, bah, tu vas croire toute ta vie que tu es malade. Voilà. Donc j'ai fait, franchement, je sais pas combien de médecins, de spécialistes, d'examens médicaux, IRM, scanner, tout ce que vous voulez, les analyses sanguines. Pendant 1 an, 1 an et demi, j'ai dû faire des tests médicaux, etc. à chaque fois qu'il y avait un nouveau symptôme. Parce que quand c'était pas le pied, c'était la tête, après c'était le cœur, après c'était mon cerveau, j'avais l'impression que j'avais un cancer, après c'était... Enfin, il y avait tout le temps un truc, en fait. Mais à chaque fois, le même constat. À chaque fois, le constat, c'était vous n'avez rien. Mais je voulais pas y croire, parce que pour moi, dans ma tête, c'était symptômes physiques, maladie. Voilà. Et
Et malheureusement, je suis resté dans cette putain de phase de déni de merde parce que je voulais pas accepter que c'était de l'anxiété généralisée qui me faisait ça. C'était la première erreur que j'ai faite et qui a ralenti ma guérison. C'est que j'ai pas voulu accepter. Je suis resté dans une période de déni super longue parce que je me suis accroché à la personne que j'étais avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mec ultra ambitieux, le mec qui se sent invincible, qui ne vit pas d'anxiété, qui avait plein d'objectifs de vie, qui avait plein de projets, qui avait la joie de vivre, et vu que j'avais perdu tout ça, et que je voulais absolument retrouver ça, je suis resté dans le déni, et ça a ralenti ma guérison. J'ai pas voulu accepter d'être cette nouvelle identité, d'être cette nouvelle personne, Mike, là une personne différente, qui vit de l'anxiété en fait, généralisée. Et le fait de pas vouloir accepter cette nouvelle personne, celui que j'étais en fait, devenu, ça a ralenti ma guérison. Première phase, c'est la période de déni. J'espère que déjà juste vous parler de ça, ça vous parle, ça va vous donner des clés pour comprendre que vous êtes peut-être dans cette phase-là. Parce qu'une fois que vous avez fait tous les tests médicaux possibles et imaginables, à un moment, il faut accepter, en fait, si le résultat est toujours le même et qu'on vous dit vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous êtes anxieux, il faut l'accepter. On est devenus des personnes anxieuses. Je sais pas si je l'ai dit, mais oui, moi, ce trouble anxio-dépressif m'a fait perdre goût à la vie, en fait. J'arrivais plus à sourire, j'arrivais plus à rien faire, en fait. Et c'était dur d'accepter ça. Quand ton énergie, elle disparaît du jour au lendemain, et ta joie de vivre et tes ambitions, putain, ouais. Franchement, j'étais arrivé dans une phase où je comprenais les gens qui se suicidaient. Cette période de un an et demi, j'arrive vraiment pas à savoir combien de temps ça a duré, où je flottais dans la vie, en fait. Je vivotais, quoi. Je savais pas pourquoi j'étais là. C'était tellement dur, quoi. Tellement dur. Bon, les amis, je suis en train de monter la vidéo là, qui va sortir, la première vidéo solo. Désolé pour le style un peu dégueulasse. Je sais, c'est ultra déprimant, ce passage. Et toute la vidéo est assez déprimante parce que je parle de mon burn-out, je parle de ce qui m'est arrivé. Mais rassurez-vous, il y aura plein d'autres vidéos où j'aurai beaucoup plus d'énergie, où je vivrai beaucoup mieux mon anxiété et où je serai beaucoup plus positif. J'ai pas envie de faire une chaîne où finalement on pleure tous ensemble et en fait il n'y a aucune solution pour s'en sortir. Le but c'était vraiment de vous montrer ce que j'ai traversé. Et je sais que c'est pas forcément la vidéo la plus joyeuse du monde. Là, je suis pas rentré dans le détail de plein de choses, mais c'est fait exprès, sinon ce serait vraiment trop long. Et je vais vous montrer que des fois ça va bien, vraiment. Comme hier, comme aujourd'hui, il y a vraiment des fois où ça va bien, où je peux faire plein de choses, où j'ai plein d'énergie, où j'arrive à vivre avec mon anxiété. J'arrive presque à l'oublier. Donc voilà. Et encore désolé si ça paraît assez dramatique et assez triste, mais il fallait absolument que je coupe ça et que je rajoute ça dans cette partie. Bisous. Bref, ça me refait tomber dans les... donc, période de déni, ce serait la première phase qui est pour moi importante à mettre en avant. Comme je vous avais dit plus tôt dans la vidéo, moi je m'étais lancé un petit peu l'objectif d'être libre et de vivre du coup de mon activité. Du coup, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en faisant du dropshipping e-commerce. Donc j'avais quitté mon travail à l'époque. Et je m'étais mis en tête qu'il fallait que j'arrive à avoir mon propre business. Et autant dire que te lancer dans des projets business alors que tu es en train de traverser un burn-out intense et de l'anxiété généralisée, j'étais un peu trop rêveur en pensant que j'allais y arriver. Bref, et du coup, donc en 2021, je décide de partir de la France. Je pars à Bali. Et en tout cas, s'il y a un truc que j'ai très vite appris quand je suis arrivé à Bali, c'est que quand tu as des problèmes, et encore plus des problèmes psychologiques, ils viennent avec toi, quoi. Et peu importe où tu te situes. Moi, j'étais à Bali, l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde, paradisiaque, c'était le Covid encore, il n'y avait personne. Et toutes les personnes avec qui j'étais là-bas, elles avaient de la gratitude et de la reconnaissance, en fait, d'être à Bali à ce moment-là, pendant le Covid. C'était juste magique pour eux.
Et moi, rien. Zéro feeling, zéro émotion. J'étais toujours triste, j'étais toujours pas bien. Mon anxiété était tellement présente que je pense que ça a éclipsé en fait ce que j'étais en train de vivre parce que je me rendais pas compte. Mais en tout cas, c'est une grosse leçon de me dire que c'est pas un voyage qui, peu importe l'endroit, aussi paradisiaque qu'il soit, va te rendre heureux si à l'intérieur t'es pas heureux en fait. Et d'ailleurs, c'était à Bali que j'ai fait mes plus grosses attaques de panique et mes plus grosses crises d'angoisse. Donc c'est pour dire, c'est vraiment pas l'endroit qui fait que tu vas aller mieux mentalement. Même si ça crée des déclics et forcément ça te fait avancer. Il y a un moment que je mets pas souvent en avant sur les réseaux. Et je pense que c'était important pour moi de vous le partager. Ce serait la 3e phase. Je pense qu'il est une grosse partie de ma guérison qui m'a permis de me reconstruire et de garder le cap, entre guillemets. C'est que j'ai rencontré une personne. Je suis à nouveau tombé amoureux d'une personne à Bali. Entre-temps, c'est ma femme, on s'est mariés. Enfin, voilà, maintenant, on est ensemble. Et je suis très heureux d'être avec cette personne. La relation qu'on a m'a clairement aidé à vraiment parfois oublier que j'étais un mec anxieux. Elle était là quand je faisais mes crises d'angoisse. Elle a vécu et elle vit encore mon anxiété généralisée. Elle me soutient dans ces moments-là. C'est quelqu'un de très drôle et qui m'a redonné en fait le sourire, et je me suis surpris à rire, à rigoler, à gorge déployée, et ça je l'avais tellement perdu depuis tellement de temps. Et de me surprendre à rire, c'est con, mais à rigoler comme un gamin, comme avant, à faire des blagues toutes pourries avec elle, et putain, c'est ça, on le dit pas, mais putain, qu'est-ce que rigoler, ça te fait aller mieux, ça guérit ton anxiété, quoi. Je me rappelle, j'étais allé voir une psy, ou je sais même plus c'était quoi, une neurologue. Elle m'a dit, monsieur, vous avez vu vos yeux? On dirait que la vie vous a quitté. Je vais vous donner des cachets parce que là, c'est pas possible. Enfin, quand elle m'a dit ça, c'était horrible pour moi. Et le pire, c'est que je le savais. Et je me souviens que je me mettais devant le miroir. Je me forçais à faire comme ça pour essayer de sourire. Parce que j'avais perdu le sourire. Et je me forçais à sourire, même si j'avais pas envie. Je me forçais à regarder des séries, des trucs, des vidéos rigolotes, comme des fois je pouvais le faire, même si c'était pas trop mon truc, pour sourire. Des vidéos de divertissement comme Squeezie ou quoi que ce soit, pour ressourire, et ça me faisait rien. J'étais éteint. Et d'avoir trouvé une personne qui me fait rire, qui me soutient dans tout ce que je fais, qui me soutient et qui me supporte, je dirais plus qui me supporte dans mon anxiété, c'est une des clés de ma guérison et de pourquoi je suis encore là et que j'arrive à tourner une vidéo, par exemple. Donc il y a eu cette rencontre à Bali qui a vraiment été je pense, c'est un détail important à mentionner dans cette vidéo. Être autour de personnes qui vous font du bien. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à retenir dans ça, c'est que quand mon burn-out est arrivé, c'est aussi parce que j'ai tout sacrifié pour réussir professionnellement, pour l'entrepreneuriat. J'étais trop focus sur qu'une seule chose que ça, et j'ai tout sacrifié. Une relation de 10 ans, émotionnellement, peut-être pas très proche de ma famille, mon père qui tombe malade. J'ai pas fait attention, en fait, j'ai tiré jusqu'au bout, parce que j'avais qu'un seul pilier, c'était faire de l'argent, le travail. Et c'est pour ça que je me bats maintenant aujourd'hui, pour que les gens aient plusieurs piliers dans leur vie et qu'ils fassent des changements radicaux dans leur vie, en fait, pour aller mieux. J'ai envie d'aider les gens, et parfois j'ai le syndrome de l'imposteur, à me dire putain, tu peux pas aider des gens à guérir si toi t'es pas forcément guéri à 100%, mais je suis pas forcément guéri à 100%. Et de toute façon, quelqu'un qui est tombé dans le burn-out extrême, hein, je parle pas juste d'un petit burn-out, d'une petite déprime, d'un burn-out extrême, intense, n'est jamais guéri à 100% et ne guérira jamais vraiment à 100%. C'est juste que maintenant on arrive à s'écouter et à faire attention pour pas retomber. Une des étapes ultra importantes, c'est quand j'ai enfin accepté que j'étais quelqu'un d'anxieux. Que j'ai enfin accepté que je souffrais de maladie mentale, d'un trouble psychologique, que j'allais devoir vivre avec ces symptômes physiques, avec cette anxiété généralisée. Que le Mike, qui a toujours été tout en haut, qui a toujours tout réussi dans sa vie,
Ben là, il est en bas et que c'était la vie, que la vie, c'était des cycles, que c'était des hauts, c'était des bas. Et ça, c'est une thérapeute qui me l'a fait comprendre, mais c'est fou à quel point, en fait, quand tu te crois au top et quand tu penses que tu vas être toujours au top, quand tu penses que tu es le roi du monde et que tu peux tout faire, ben la vie, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Et ça a été très dur, en fait, d'accepter cette nouvelle identité, d'accepter que j'étais en bas, d'oublier le Mike conquérant qui réussit tout. Mais pourtant, c'était la clé pour commencer à avancer dans cette nouvelle vie, cette nouvelle identité. Et ce que je fais là actuellement avec vous, c'est ce qui m'a permis, en fait, d'avancer, de lancer des nouveaux projets, de continuer dans la vie. Maintenant, j'ai un podcast, j'ai un studio dans Paris, j'ai repris un travail, j'ai repris ma vie avec l'anxiété, avec les troubles psychologiques. J'ai arrêté de vouloir à tout prix être heureux. J'ai arrêté de vouloir à tout prix m'en sortir. J'ai arrêté, en fait, de me battre. J'ai accepté. Et ça, c'est une grosse étape. Je vous l'ai dit juste avant, mais cette période de déni, faites en sorte de la raccourcir le maximum possible. Je pense que plus vite tu acceptes ton anxiété, plus vite tu te soignes. Ça paraît con dit comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans la période de déni et qui vivent en fait avec l'anxiété trop longtemps. Donc voilà, il y a vraiment cette phase d'acceptation qui est super importante. La 5e étape, je ne sais pas comment je pourrais la qualifier. Je dirais que c'est garder espoir et mettez-vous en autopilote, quoi. C'est-à-dire que arrêtez de vous battre contre ça, mais vivez avec et reprenez des projets. Vous n'avez pas d'énergie, faites quand même des choses. Et Dieu sait que l'énergie, on n'en a pas. Et les personnes qui sont autour de nous, qui forcément ne souffrent pas de maladie mentale, ne peuvent pas comprendre pourquoi on n'a pas d'énergie comme ça. Mais en fait, quand on a de l'anxiété et qu'on a des gros pics d'anxiété, notre énergie, elle est drainée directement. Et j'avais vu une interview de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, qui a vécu une profonde dépression. Et en fait, elle a créé les personnages, les trackers, enfin, je sais plus comment c'est en français, moi je connais en anglais, c'est Dementors, un truc comme ça. Et c'est les trucs noirs qui viennent et qui aspirent la joie, qui aspirent tout chez les personnes. Et elle s'est inspirée de la dépression pour ça. Et c'est exactement ça. C'est quand on a de l'anxiété, notre énergie elle aspire et on peut plus rien faire. Et forcément, en fait, t'as plus d'énergie, t'as plus d'énergie pour plus aucune activité, plus aucune motivation pour quoi que ce soit. Et ce qui est très compliqué, c'est que c'est en faisant ces activités, en faisant des choses, en se mettant en autopilote, en continuant à vivre, qu'en fait, en énergie revient petit à petit. Et en fait, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Plus vous résistez, plus vous voulez être heureux, moins vous allez l'être. Moi, j'ai repris un travail alors que je voulais pas y aller. C'était vraiment très difficile. J'avais cette impression de bateau qui était encore là. J'étais en plein burn-out quand j'ai repris mon travail. Quand j'ai lancé mon podcast, j'étais vraiment pas sûr de ce que j'étais en train de faire. Quand j'ai créé ce studio, je me dis mais qu'est-ce que je fais ? Des fois, quand je faisais des interviews, j'allais vraiment pas au top, mais je le faisais quand même. Et des fois, j'allais au sport et j'allais vraiment pas bien, j'avais des vertiges, etc. Je me suis forcé. J'ai fait, en fait. S'il y a un truc à retenir, c'est que des fois, ça va mieux. En fait, vraiment, j'ai eu vraiment des périodes où ça allait bien. J'avais plus trop d'anxiété, j'avais plus trop de crises d'angoisse, j'avais plus trop d'attaques de panique, j'avais beaucoup moins de symptômes physiques. Et en fait, il faut apprendre à surfer avec ça, quoi. Il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle identité. Et je suis sûr que plus je vais faire de vidéos, mieux je vais me sentir, plus ça va me nourrir, plus je vais avoir une mission, moins je vais avoir de troubles psychologiques et moins de symptômes physiques. Ça, je commence à en être persuadé. Plus on poursuit une mission qui a du sens, plus on se refixe des objectifs de vie, mieux on se porte. Plus le mental va bien. Si j'ai un seul message à vous faire passer dans cette vidéo, c'est que ça va aller mieux. Et je vais vraiment tout faire pour essayer de vous donner tous les conseils à mettre en place dans votre vie pour aller mieux. N'oubliez jamais que notre corps, les symptômes physiques qu'on a, sont les meilleurs messagers en fait pour nous dire qu'on vit une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Et une fois qu'on comprend ça, ça fait du bien. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un commentaire, à me dire ce que tu en penses, si tu penses que ça a du sens, si ça sert à quelque chose, à liker, à t'abonner. N'hésite vraiment pas à me mettre plein de commentaires et à te poser des questions si tu t'es reconnu dans le discours.
Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui s'expriment sur ça, sur les réseaux. Je vais le faire. Et je te promets que je vais le faire en toute vulnérabilité. Je vais pas essayer de te cacher quoi que ce soit. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça va t'aider. C'est la première d'une longue série. Je te dis à la prochaine et je te fais plein de bisous. Ciao.